Le soir du réveillon de Noël, mon frère Antoine a violemment refermé mon ordinateur portable après que j'ai refusé de payer sa dette de 18 000 euros. Tu ne vaux rien sans ton argent, a-t-il lancé. Et mon père a ajouté, ne reviens pas tant que tu n'auras pas réglé ça. J'ai simplement souri, je me suis levé et j'ai appelé mon conseiller financier. Tout se passe exactement comme prévu. Lancer la procédure de verrouillage. 20 minutes plus tard. Je m'appelle Julien. J'ai eu 36 ans en octobre dernier. Bien que personne dans ma famille n'ait pensé à m'appeler, ce n'était pas grave. J'avais pris l'habitude d'être le discret, celui sur qui on peut compter, celui qui arrivait avec des solutions plutôt que des problèmes. Pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, j'avais été la personne que ma famille appelait quand le loyer était en retard, quand les mensualités de la voiture n'étaient pas payées, quand les factures médicales s'empilaient sur la table de la cuisine. J'étais cadre dans une banque d'affaires de taille moyenne à Paris, avec un salaire confortable et de bons bonus. Pas riche, mais à l'aise. Assez à l'aise pour que, lorsque mon jeune frère Antoine m'a appelé à 2 heures du matin il y a 6 ans, la voix tremblante parce que son idée de start-up avait besoin de capitaux, je lui ai viré 15 000 euros sans même demander de business plan. Antoine avait 28 ans à l'époque, plein d'énergie et de grands rêves de révolutionner le secteur de la logistique. Il avait cette façon de parler qui rendait tout inéluctable, comme si le succès était juste au coin de la rue s'il pouvait simplement surmonter ce seul obstacle. Nos parents l'adoraient. Maman disait qu'Antoine avait un don, qu'il lui rappelait ces jeunes fondateurs de la tech qu'on voit en couverture des magazines. Papa hochait la tête, rayonnant de fierté chaque fois qu'Antoine mentionnait un nouveau client potentiel ou un accord de partenariat. Il parlait de lui à chaque dîner de famille, racontait ses réussites aux proches, avait encadré son diplôme universitaire même s'il avait abandonné ses études après 2 ans pour poursuivre sa vision entrepreneuriale. Moi, j'ai terminé mon master en finance dans une grande école de commerce. J'ai travaillé 70 heures par semaine pendant 3 ans pour devenir associate. J'ai acheté mon propre appartement, remboursé mon prêt étudiant en avance, et constitué un portefeuille de retraite qui tenait la route. Rien de tout cela n'était jamais mentionné lors des réunions de famille. Quand j'arrivais chez mes parents pour les fêtes, maman me serrait rapidement dans ses bras puis me demandait immédiatement si j'avais vu la dernière publication Instagram d'Antoine sur les nouveaux bureaux de son entreprise. Papa me tapotait l'épaule et disait quelque chose comme « Content de voir que tout va bien pour toi ». Puis il ramenait la conversation sur les événements de networking ou les conférences d'Antoine. Je me disais que ce n'était pas grave. Les dynamiques familiales sont compliquées. Certaines personnes sont simplement plus charismatiques, plus passionnantes à écouter. J'avais ma carrière. J'avais ma propre vie. Je n'avais pas besoin d'une validation constante. Mais quelque part au fond de moi, dans un endroit que je n'aimais pas examiner de trop près, je savais que je finançais une partie importante du soi-disant empire d'Antoine. Les bureaux dont maman se vantait ? Je m'étais porté co-signataire du bail quand son dossier n'était pas assez solide. Le véhicule de société que papa avait mentionné lors d'un précédent dîner de famille ? Je m'étais porté garant du prêt automobile. La ligne de crédit professionnel qui maintenait ses opérations à flot pendant les mois creux ? Mon compte d'épargne en était la garantie. Antoine ne demandait jamais directement. Il appelait, l'air stressé, mentionnait des problèmes de trésorerie, expliquait qu'un gros paiement client était retardé et que s'il pouvait juste couvrir les salaires ce mois-ci, tout se stabiliserait. Je demandais combien. Il donnait un chiffre. Je virais l'argent. Parfois, il me remboursait. La plupart du temps, non. J'ai arrêté de tenir les comptes après la 3e année parce que le tableur Excel me donnait la nausée. Nos parents n'ont jamais connu les détails. Pour eux, Antoine était un self-made man, un brillant entrepreneur bâtissant quelque chose à partir de rien. Je ne les ai jamais corrigés. À quoi bon ? Ils étaient fiers de lui. Ça comptait pour quelque chose. Je pensais que c'était ça, une famille. On est là. On aide. On ne compte pas les points. Le réveillon de Noël est arrivé, froid et clair. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents en banlieue, le coffre chargé de cadeaux que j'avais passé 2 week-ends à choisir, un whisky cher pour papa, une écharpe en cachemire pour maman, et une sacoche en cuir pour Antoine parce qu'il avait mentionné que la sienne tombait en morceaux.
Je me suis garé derrière le nouveau SUV d'Antoine, celui que j'avais aidé à financer 8 mois plus tôt quand il avait dit que l'image de son entreprise exigeait quelque chose de plus statutaire. La maison brillait de lumière chaude. Je pouvais entendre des rires à travers les fenêtres en remontant l'allée, mon sac d'ordinateur et les cadeaux à la main. À l'intérieur, le sapin, immense, trônait dans un coin, décoré avec les ornements que maman collectionnait depuis des décennies. Antoine monopolisait déjà l'attention dans le salon, un verre de vin à la main, racontant à papa et à 2 de nos oncles une histoire de rachat potentiel qui triplerait la valeur de son entreprise. Il avait l'air bien, confiant, prospère. Il portait un costume sur mesure qui coûtait probablement plus cher que la mensualité de ma voiture. Quand je suis entrée, il a jeté un œil vers moi, a hoché la tête une fois, et a continué à parler. Maman m'a embrassée dans la cuisine, m'a demandé si j'avais faim, puis s'est dépêchée de retourner écouter Antoine finir son histoire. Je me suis installée à la table de la salle à manger avec mon ordinateur portable. J'avais quelques rapports de portefeuille à vérifier avant la clôture anticipée des marchés pour les fêtes. Les chiffres me détendaient. Des données claires, des schémas prévisibles, des résultats logiques. J'étais à mi-chemin d'une analyse trimestrielle quand Antoine est apparu à côté de moi. Il devait me parler. J'ai levé les yeux. Son expression était passée de confiante à irritée. Il a tiré la chaise à côté de la mienne et s'est assis lourdement. J'ai un problème. Un paiement de 18 000 € est dû demain. Un contrat fournisseur que j'ai oublié. Le paiement va être rejeté si je ne peux pas le couvrir ce soir. Tu peux m'aider ? J'ai demandé pourquoi il ne pouvait pas le couvrir lui-même. Son entreprise se portait bien, non ? Tous ces contrats dont il venait de parler. Sa mâchoire s'est crispée. La trésorerie est temporairement tendue. Les gros contrats mettent du temps à se conclure. C'est juste un trou à court terme. Je te rembourse d'ici février. J'avais déjà entendu ça. Février arriverait et il y aurait une autre urgence, un autre trou, une autre promesse. J'ai regardé l'écran de mon ordinateur, les chiffres qui représentaient ma stabilité financière bien réelle, et quelque chose a basculé en moi. C'était peut-être la façon dont il l'avait dit, comme si je lui devais ça. C'était peut-être le fait qu'il avait interrompu mon travail sans même me dire bonjour. C'était peut-être 6 ans à le voir s'attribuer le mérite d'un succès que j'avais aidé à construire pendant que je restais invisible. Non. Le mot semblait étrange dans ma bouche. Je ne le lui avais jamais dit auparavant. Pas pour de l'argent. Il m'a dévisagé. Tu viens de dire non ? J'ai répété. Non. Je ne peux pas couvrir ta dette de 18 000 €. Pas cette fois. Son visage s'est assombri. Il s'est penché plus près, sa voix tombant à un murmure sec pour que la famille n'entende pas. Tu plaisantes, n'est-ce pas ? Tu aides toujours. C'est ce que tu fais. Tu es le fiable, le responsable. Tu as l'argent. Je sais que tu l'as. Mon argent n'est plus ton filet de sécurité. C'est là qu'il a violemment refermé mon ordinateur portable. Le bruit a retenti dans la salle à manger comme un coup de feu. Mon écran est devenu noir. Les rapports sur lesquels je travaillais avaient disparu. Il s'est levé, me dominant de sa hauteur. Tu ne vaux rien sans ton argent. C'est tout ce que tu es. Un portefeuille, un plan de secours. Tu n'as pas ma vision, ma détermination, ma capacité à construire quelque chose de réel. Tout ce que tu as, c'est un boulot de bureau et un compte en banque. Et apparemment, tu es trop égoïste pour même l'utiliser pour aider ta famille. Je suis restée figée. Mes mains planaient au-dessus de l'ordinateur fermé. Je sentais les regards se tourner vers nous depuis le salon. Papa est entré. Qu'est-ce qui se passe ? La voix d'Antoine s'est légèrement élevée. Il refuse de m'aider avec un paiement crucial pour mon entreprise. 18 000 €, une bagatelle pour lui, mais apparemment il préfère amasser son argent plutôt que de soutenir son propre frère. Papa m'a regardé. Sa déception a été immédiate et évidente. Ce n'est pas comme ça que ça marche dans une famille. On s'entraide. Antoine est en train de construire quelque chose d'important, quelque chose qui pourrait nous profiter à tous un jour. Pourquoi est-ce que tu fais des difficultés ?
J'ai essayé d'expliquer. Ça fait 6 ans que j'aide. Des dizaines de milliers d'euros. Des prêts jamais remboursés. Des garanties sur des comptes que je couvre encore. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Antoine a ri. C'était un rire cruel et sec. Écoute-toi, à jouer les martyrs. Personne ne t'a forcé à aider. Tu l'as fait parce que tu voulais te sentir important. Parce qu'être le distributeur de billets de la famille était la seule façon pour toi d'exister. Papa a posé sa main sur mon épaule. Tu devrais peut-être partir. Reviens quand tu seras prêt à arranger ça. Quand tu te souviendras de ce que signifie la famille. Je me suis levée lentement. J'ai ramassé mon ordinateur portable fermé. J'ai regardé Antoine, son air suffisant, son costume cher et sa posture assurée bâtie sur des fondations que j'avais construites en silence. Puis j'ai regardé papa, sa déception, la façon dont il avait automatiquement pris le parti du fils qui n'avait jamais eu à se battre. J'ai souri. Ça les a surpris tous les deux. J'ai juste un appel rapide à passer. Un seul, puis je partirai comme vous le voulez. Je suis allée dans la cuisine et j'ai sorti mon téléphone. Mon conseiller financier a décroché à la 2e sonnerie. Tout se passe exactement comme prévu. J'ai marqué une pause. Lancé la procédure de verrouillage. J'ai raccroché. Je suis restée un moment dans la cuisine, à écouter le bourdonnement du réfrigérateur. Le son lointain de la télévision dans le salon qui diffusait un film de Noël que personne ne regardait. Mes mains étaient stables. Ça m'a surpris. Je pensais que je ressentirais quelque chose de plus dramatique. De la colère, peut-être du regret. Au lieu de ça, je me sentais juste fatiguée. Fatiguée d'être invisible jusqu'à ce que quelqu'un ait besoin d'argent. Fatiguée de voir Antoine s'attribuer le mérite d'un succès que je finançais. Fatiguée que mes parents me regardent comme si j'étais le problème pour avoir enfin dit non. J'ai retraversé la salle à manger. Antoine se servait un autre verre de vin. Papa était retourné dans le salon. Maman disposait des biscuits sur une assiette en fredonnant. Aucun d'eux ne m'a regardé. J'ai rassemblé mes affaires tranquillement. Mon sac d'ordinateur, mon manteau. Les cadeaux que j'avais apportés sont restés sous le sapin. Ils ne m'appartenaient plus. Je suis partie sans dire au revoir. Dehors, l'air froid m'a frappé le visage. Mon souffle sortait en nuages de buée. Je suis resté assis dans ma voiture un long moment, les mains sur le volant, fixant la maison. À travers les fenêtres, je pouvais voir la famille bouger, rire, probablement soulagée que je sois partie pour que la soirée puisse continuer sans tension. Antoine finirait son histoire sur le rachat. Papa hocherait la tête et sourirait. Maman servirait le dîner. Il trinquerait au succès d'Antoine. Personne ne mentionnerait le fils qui était parti tôt. Mon téléphone est resté silencieux sur mes genoux. J'avais tout programmé 3 mois plus tôt, après la dernière fois où Antoine avait exigé de l'argent et où papa m'avait traité d'égoïste pour avoir hésité. Il m'avait fallu des semaines pour organiser des réunions avec mon conseiller, mon avocat, mon banquier. Des documents signés, des déclencheurs établis, des plans de secours superposés. J'avais construit un système de démolition financière conçu pour s'activer avec un seul appel téléphonique. Et ce soir, j'avais finalement passé cet appel. J'ai démarré la voiture. J'ai conduit lentement jusqu'à chez moi, respectant chaque limitation de vitesse, m'arrêtant complètement à chaque panneau. La ville semblait paisible. Des guirlandes lumineuses décoraient les vitrines. Des familles marchaient ensemble sur les trottoirs. Je me demandais si certaines d'entre elles avaient des frères qui les traitaient d'inutiles. Des pères qui leur disaient de ne pas revenir. Je me demandais si certaines d'entre elles avaient passé 6 ans à être la fondation secrète de quelqu'un, pour ensuite être traitées comme un étranger égoïste au moment où elles cessaient de donner. Mon appartement m'a semblé vide quand je suis entrée. J'ai posé mon ordinateur sur le comptoir de la cuisine. J'ai fait du café bien qu'il soit presque 21 heures. Je me suis assis sur le canapé dans le noir, tenant la tasse chaude, attendant que mon téléphone sonne. Je savais qu'il le ferait. Le système que j'avais déclenché était conçu pour provoquer un chaos immédiat. Les paiements automatiques échoueraient. Les virements permanents seraient rejetés.
les retraits de garantie frapperaient les créanciers en quelques minutes. Toute l'infrastructure financière d'Antoine était sur le point de s'effondrer, et il ne comprendrait pas pourquoi avant qu'il ne soit trop tard pour l'arrêter. J'ai pensé à l'appeler, à lui expliquer, à lui donner une dernière chance de s'excuser, de reconnaître ce que j'avais fait pour lui, mais je savais comment ça se passerait. Il en rirait, me traiterait de dramatique, me dirait que je surréagissais à une mauvaise conversation. Papa serait d'accord. Maman essaierait d'arranger les choses sans vraiment aborder le problème. Il s'attendrait à ce que j'absorbe la blessure, que j'avale ma colère, que je continue de financer leurs fantasmes. J'ai fini mon café. J'ai vérifié mes emails. Mon conseiller avait envoyé une confirmation. Tous les protocoles activés, les avis de retrait déposés, les libérations de garanties soumises, les notifications légales envoyées aux institutions financières. La machine était en marche maintenant. Je ne pouvais plus l'arrêter, même si je le voulais. Je ne le voulais pas. La première notification a atteint le téléphone d'Antoine à 21h42. Je le savais parce que j'avais mis en place des alertes de suivi sur les systèmes que je contrôlais. Un paiement automatique de prêt immobilier a échoué. La banque lui a envoyé un avis de courtoisie indiquant que son paiement de décembre avait été rejeté et qu'il avait 7 jours pour le couvrir avant que les pénalités ne commencent. Il l'a probablement vu, a froncé les sourcils, a supposé une sorte d'erreur de traitement. Les banques font des erreurs tout le temps, n'est-ce pas? Il les appellerait demain pour régler ça. À 21h55, sa ligne de crédit professionnel a été gelée. La banque a envoyé un message automatisé indiquant que son garant avait retiré son autorisation et que le compte était suspendu en attente d'examen. Celle-là le dérouterait. Il ne savait même pas que j'étais son garant. J'avais géré ça discrètement 6 mois plus tôt quand il avait eu besoin de capitaux d'urgence. Il signait des documents sans les lire attentivement. Il me faisait confiance. À 22h03, sa carte de crédit d'entreprise a été refusée. Il était probablement encore chez mes parents, proposant peut-être de payer un repas à emporter ou suggérant de commander quelque chose de chic pour le petit déjeuner de Noël. La carte serait rejetée. Il en essaierait une autre. Celle-là échouerait aussi. Je m'étais porté co-signataire sur 3 de ses cartes professionnelles. Toutes les 3 étaient maintenant signalées comme à haut risque en raison du retrait du garant. À 22h17, la société de leasing de sa voiture a envoyé un avis. Paiement automatique échoué. Véhicule susceptible d'être saisi si le problème n'est pas résolu dans les 72 heures. Ça ferait mal. Il adorait ce SUV. Il le montrait constamment. Postait des photos sur les réseaux sociaux de son entreprise avec des légendes sur la prestance de dirigeants et la mentalité de succès. Mon téléphone a sonné à 22h26. Antoine. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. Il n'a pas laissé de message. Il a rappelé immédiatement. J'ai refusé l'appel. Un texto est arrivé quelques instants plus tard. Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai pas répondu. Je suis resté assis sur mon canapé, mon café devenu froid, regardant les notifications s'accumuler sur mon tableau de bord de suivi. Chaque système que j'avais mis en place fonctionnait parfaitement. 6 ans de soutien caché, tout documenté, tout légalement révocable avec un préavis approprié, tout déclenché simultanément pour un impact maximal. À 22h39, son prêteur immobilier l'a appelé. Un autre texto est apparu. Ils disent que tu as retiré ton statut de garant. Règle ça maintenant. J'ai répondu par une seule ligne. Tu as dit que je ne valais rien sans mon argent, alors je retire mon argent de ta vie. Complètement. Il a appelé cette autre fois. Je les ai toutes ignorées. À 22h58, le propriétaire de ces bureaux a envoyé un email d'urgence. Paiement du loyer rejeté. Violation du bail. Paiement immédiat exigé ou une procédure d'expulsion commencerait. Je m'étais porté co-signataire de ce bail 2 ans plus tôt, quand son dossier de crédit n'était pas assez solide. J'avais retiré cette garantie ce matin même, des heures avant de me rendre chez mes parents. Le propriétaire avait reçu la notification officielle à 17h. Antoine recevait la sienne maintenant. À 23h12, son compte professionnel principal a été gelé.
La banque a détecté une activité de garant irrégulière et a verrouillé le compte en attente d'enquête. Chaque euro sur ce compte, gelé. Chaque paiement programmé depuis ce compte, annulé. Les salaires, les paiements aux fournisseurs, les abonnements, tout avait disparu. Mon ordinateur a sonné, un email de mon avocat. Toutes les notifications légales livrées. Toutes les institutions financières ont confirmé réception. Toutes les relations de garant officiellement terminées. Tous les prêts co-signés transférés à la seule responsabilité de l'emprunteur principal. Des sorties propres. Aucune responsabilité. Aucune exposition. J'étais libre. Antoine a envoyé un autre texto à 23h23. Tu es en train de détruire tout ce que j'ai bâti. J'ai répondu immédiatement cette fois. Tu n'as rien bâti. C'est moi qui ai tout bâti. Tu as juste mis ton nom dessus. Maintenant, je reprends mes fondations. Tiens-toi debout tout seul, comme tu as toujours prétendu le faire. Papa a appelé à 23h37. J'ai répondu. Qu'est-ce que tu as fait? Antoine panique. Les systèmes tombent, les comptes sont gelés. À quel jeu cruel joues-tu? Je ne joue à aucun jeu. Je retire simplement mon soutien financier de la vie d'Antoine. Entièrement et définitivement. Si Antoine est vraiment le self-made man que vous croyez, ça ne devrait pas être un problème. Ce n'est pas comme ça que ça marche dans une famille. C'est exactement comme ça que ça marche quand la famille ne m'estime que pour mon portefeuille. J'ai raccroché. Le matin de Noël s'est levé, clair et lumineux. J'ai préparé le petit déjeuner, des œufs brouillés et des toasts, j'ai mangé lentement en lisant les nouvelles sur ma tablette. Les marchés étaient fermés. Le monde semblait calme. Mon téléphone vibrait constamment sur le comptoir, les textos et les appels s'accumulant, mais je ne les ai pas vérifiés avant d'avoir fini de manger. Quand j'ai finalement regardé, j'avais 47 notifications manquées. Antoine avait appelé 16 fois. Maman 8 fois, papa 6. Des oncles, des cousins, même ma tante à qui je n'avais pas parlé depuis 3 ans, tous demandant ce qui se passait, pourquoi Antoine avait une sorte d'urgence financière, pourquoi je refusais de l'aider. J'ai rappelé Antoine à 10h. Il a répondu avant la fin de la première sonnerie. Il semblait anéanti, paniqué, désespéré. J'ai besoin que tu inverses tout, immédiatement. Mon entreprise s'effondre. Les comptes sont gelés. Les fournisseurs exigent d'être payés. Mon propriétaire menace de m'expulser. La société de leasing de la voiture a envoyé un avis de remorquage. Tout s'écroule. Qu'est-il advenu du grand accord de rachat? Celui qui devait tripler ta valeur? Il pourrait sûrement résoudre tes problèmes. Cet accord est à des mois de se conclure. C'est une urgence, une crise. Tu dois régler ça. Je n'ai rien à faire. Tu as dit que je ne valais rien sans mon argent. Alors, nous y voilà. Moi, inutile. Toi, gérant tes propres problèmes. Il s'est mis à crier, me disant que je le sabotais, que je détruisais des années de dur labeur. J'étais jaloux, amer, pathétique. Je n'avais jamais rien construit moi-même, alors je démolissais ce qu'il avait créé. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai parlé calmement, posément. Chaque euro que tu as dépensé ces 6 dernières années venait de moi. Les bureaux, le véhicule de société, la ligne de crédit, le prêt immobilier, les cartes de crédit, les garanties de bail. J'ai financé tout ton empire pendant que tu t'en attribuais le mérite. Je ne détruis rien. Je retire simplement mon soutien invisible. Si ton entreprise est réelle, elle survivra. Il a essayé une autre approche. S'est excusé pour ce qu'il avait dit au dîner du réveillon. Il était stressé. Il ne le pensait pas. Je savais comment il était sous pression. Tout pourrait être arrangé si je rétablissais simplement les garanties. Je ne veux pas ton argent. Je veux retrouver ma dignité, mon respect, ma visibilité. Et puisque tu as été très clair sur le fait que je ne suis utile qu'en tant que portefeuille, je retire le portefeuille. Définitivement. Maman a appelé ensuite. Elle pleurait. C'est cruel. Antoine a fait une erreur, oui,
Mais as-tu vraiment besoin de détruire sa vie pour une seule dispute? Ne peux-tu pas être le plus intelligent? Quand est-ce qu'Antoine m'a déjà aidé? Quand est-ce qu'il a été là pour moi? Quand a-t-il reconnu ce que j'ai fait pour lui? Elle est restée silencieuse. Puis, tu as un bon travail, une vie stable. Tu n'as pas besoin d'aide comme Antoine. C'est ça le problème. Vous supposez que je n'ai besoin de rien parce que je ne le crie pas sur les toits, parce que je gère mes problèmes discrètement. Alors vous ne me voyez jamais en difficulté, jamais me sacrifier, jamais construire les fondations qui soutiennent Antoine. Et maintenant que je retire ces fondations, vous me blâmez pour son effondrement au lieu de vous demander pourquoi il avait besoin de mes fondations en premier lieu. Noël est gâché. La famille s'effondre. J'ai déjà réglé le problème. J'ai réglé 6 ans où l'on s'est servi de moi. J'ai réglé le fait d'être invisible jusqu'à ce que quelqu'un ait besoin d'argent. C'est réglé. C'est juste que la solution ne vous plaît pas, j'ai raccroché. Papa a appelé dans l'après-midi. Il n'a pas crié. Il semblait fatigué. Déçu. Je t'ai mieux élevé que ça. La famille reste unie. Ce que tu fais est mal, et tu le sais. Penses-tu que ce qu'Antoine a fait était mal? Me traiter d'inutile, claquer mon ordinateur, exiger 18 000 € comme si ça lui était dû. Antoine était sous pression. Son entreprise avait des difficultés. Il a craqué. Ça arrive. J'ai été sous pression pendant 6 ans. Financer le rêve de quelqu'un d'autre tout en construisant ma propre carrière. Je n'ai jamais craqué. Je n'ai jamais traité personne d'inutile. J'ai juste continué à donner. Et la seule fois où je dis non, on me traite comme un méchant. C'est différent. Comment? Il n'a pas pu répondre. Je ne reviendrai pas tant que vous ne me verrez pas, moi. Tant que vous ne cesserez pas de me traiter comme un plan de secours. J'ai mis fin à l'appel. J'ai passé le reste de la journée de Noël à rédiger un document, un décompte complet et détaillé de chaque euro que j'avais donné à Antoine en 6 ans. Je préparais cela depuis des mois, rassemblant discrètement les archives, téléchargeant les relevés, organisant les reçus. Maintenant, je compilais tout en un fichier brutal et indéniable. Le contrat de garantie hypothécaire montrant que j'avais garanti son prêt immobilier avec mon compte d'épargne en caution. 32 mois de couverture lorsque ces paiements ont échoué. Responsabilité totale, 98 000 €. Le bail commercial cosigné, prouvant que j'avais garanti ses bureaux. 24 mois de loyer que j'ai finalement couvert lorsque ses comptes étaient à sec. Coût total, 44 000 €. Les documents de prêt automobile montrant que je m'étais porté cosignataire pour 3 véhicules différents au fil des ans. 2 avaient été saisis quand ils ne pouvaient plus payer. J'ai couvert le solde restant dû les 2 fois. Perte totale, 29 000 €. Les prêts personnels documentés par des virements bancaires avec ces emails de demande en pièces jointes. Capital d'urgence pour les dépenses professionnelles. Trou de trésorerie à court terme. Coûts imprévus. Chacun promis comme temporaire. Chacun jamais remboursé. Total des virements, 67 000 €. Les cartes de crédit, 3 cartes professionnelles pour lesquelles je m'étais porté cosignataire lorsque son score de crédit était trop bas. J'ai payé les mensualités minimales pendant 18 mois lorsque son compte professionnel ne pouvait pas les couvrir. Total des paiements, 18 000 €. La ligne de crédit, une facilité de 50 000 € que j'ai garantie avec mon portefeuille d'investissement. Il l'a utilisé au maximum en 6 mois. J'ai couvert les paiements d'intérêt pendant plus d'1 an. Coût total, 31 000 €. Les dépôts de garantie pour les services publics de son bureau, les primes d'assurance que j'ai payées lorsque son compte professionnel était vide, les acomptes fournisseurs que j'ai couverts pour que son entreprise puisse maintenir ses relations, les frais de conférence et les événements de networking et les adhésions professionnelles que j'ai financés pour qu'il puisse construire sa réputation. Chaque reçu sauvegardé, chaque email de confirmation préservé, chaque message texte où il me remerciait et promettait de me rembourser, archivé. Le grand total s'élevait à 287 000 €. J'avais donné 287 000 € à mon frère en 6 ans. Une partie en virement direct, une partie en garantie, une partie en prêt que j'ai couvert lorsqu'il a fait défaut.
287 000 € que j'avais gagnés grâce à des semaines de 70 heures, une budgétisation rigoureuse, des vacances reportées et un style de vie bien en deçà de ce que mon salaire pouvait supporter. Et il m'avait traité d'inutile. J'ai formaté le document avec soin. Des tableurs claires. J'ai joint les pièces justificatives, les relevés bancaires, les confirmations de virement, les échanges de mails, les captures d'écran de texto, les contrats de cosignature, les libérations de garantie, les historiques de paiement. Tout était organisé chronologiquement, classé par type avec des totaux courants et des calculs d'intérêt. On aurait dit un dossier à présenter au tribunal, parce que si on en arrivait là, je voulais être prêt. J'ai sauvegardé 3 copies, une cryptée sur mon ordinateur, une sur un stockage cloud sécurisé, et une imprimée et rangée dans un coffre-fort ignifuge dans mon placard. Puis j'ai envoyé la version numérique à mon avocat avec pour instruction de la conserver, sauf demande expresse de ma part. J'ai également envoyé une copie à mon conseiller financier à des fins de documentation fiscale. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. D'autres membres de la famille appelaient, envoyaient des textos, me demandant d'arranger les choses. Un cousin que je connaissais à peine m'a envoyé un long message sur le fait que la famille est censée pardonner. Un oncle m'a texté que je me comportais de manière immature. Ma tante a suggéré que j'étais jaloux du succès d'Antoine. Aucun d'eux ne connaissait les chiffres. Aucun d'eux ne comprenait ce que le succès signifiait réellement. Ils voyaient la surface, les publications Instagram, les discours confiants, le costume cher. Ils n'ont jamais vu le tableur Excel derrière tout ça. J'ai envisagé d'envoyer le document à tout le monde. Un email de masse. Objet, la véritable histoire. Corps du texte, voici chaque euro que j'ai donné à Antoine pendant que vous louiez tout son succès de self-made man. Pièce jointe, le dossier de preuve. Cliquez sur envoyer. Regardez le récit s'effondrer. Mais je ne l'ai pas fait. Pas encore. Le document était une assurance, pas une arme. Je l'utiliserai si nécessaire. S'il continuait à me peindre comme le méchant. Si Antoine essayait de prétendre que je mentais ou que j'exagérais. Si quelqu'un remettait en question mon droit de retirer mon soutien, alors je le diffuserais. Jusque-là, il restait dans mes dossiers sécurisés, un pistolet chargé avec la sécurité enclenchée. J'ai préparé le dîner. Des pâtes simples, du pain à l'ail, un verre de vin. J'ai mangé lentement, méthodiquement, en pensant aux 72 prochaines heures. L'entreprise d'Antoine continuerait de s'effondrer. D'autres paiements automatiques échoueraient. D'autres fournisseurs exigeraient du liquide. D'autres créanciers enverraient des avis. La cascade que j'avais déclenchée le soir de Noël s'accélérerait pendant la semaine des fêtes, lorsque les banques sont lentes à répondre et que le service client est limité. D'ici le jour de l'an, Antoine serait financièrement ruiné, et il comprendrait enfin ce que j'avais porté pendant 6 ans. L'effondrement s'est accéléré plus vite que je ne l'avais prévu. Le 27 décembre, le compte bancaire professionnel d'Antoine n'était pas seulement gelé, il a été entièrement clôturé. La banque a déterminé que sans garant et avec plusieurs paiements échoués, il était un risque trop élevé. Ils lui ont envoyé un chèque de banque pour le solde restant, 942 €, et ont mis fin à la relation. Chaque paiement automatique a été rejeté. La paie a échoué. Ses employés ont commencé à l'appeler, confus et en colère. Il n'avait aucun moyen de les payer. Le 28 décembre, le propriétaire de ses bureaux a engagé une procédure d'expulsion formelle. 3 mois de loyer impayés, plus le mois en cours qui avait été rejeté. Demande totale, 18 000 €, due immédiatement. Le même montant qu'il voulait que je paie le soir de Noël. L'ironie était assez tranchante pour couper. Le 29 décembre, son SUV a été saisi. La société de leasing a envoyé une dépanneuse à 6 heures du matin. Antoine s'est réveillé pour trouver son allée vide et un avis scotché sur sa porte d'entrée. Véhicule récupéré en raison d'un défaut de paiement et du retrait du garant. Solde impayé, 37 000 €. Action en justice en cours. Le 30 décembre, sa société de crédit immobilier a envoyé un avis de défaut formel. 3 paiements manqués en 6 mois. Tous couverts précédemment par le garant. Garant désormais retiré. Paiement intégral des arriérés requis dans les 14 jours,
sinon une procédure de saisie commencerait. Total du 11 000 € plus les frais de retard et les pénalités. Mon téléphone sonnait constamment. Antoine, maman, papa, la famille élargie, même certains associés d'Antoine qui avaient réussi à obtenir mon numéro. Tout le monde voulait que j'arrête ça. Tout le monde prétendait que j'allais trop loin. Tout le monde qualifiait cela d'excessif, de cruel, de vindicatif. Personne ne s'est demandé pourquoi tout l'empire d'Antoine s'était effondré dès que j'avais pris du recul. Le soir du Nouvel An, j'ai reçu une lettre recommandée à mon appartement. Antoine m'attaquait en justice. Rupture de contrat tacite, ingérence dommageable dans les relations commerciales, préjudice moral intentionnel. Il demandait 250 000 € de dommages et intérêts plus les frais de justice. L'action en justice affirmait que j'avais malicieusement saboté son entreprise en retirant mon soutien financier sans préavis adéquat, causant un préjudice irréparable à sa réputation et à ses moyens de subsistance. J'ai appelé mon avocat. Nous nous y attendions. Le dossier de preuve était prêt. Chaque document prouvait que j'avais donné le préavis légalement requis. Chaque retrait de garantie suivait la procédure appropriée. Chaque retrait de cosignature était dans mes droits. Antoine avait signé des accords stipulant explicitement que les garants pouvaient se retirer à tout moment avec un préavis écrit. J'avais fourni ce préavis. Il avait choisi de ne pas le lire. Mon avocat a examiné la plainte. Ça va échouer. C'est un acte désespéré. Une dernière tentative pour vous forcer à financer à nouveau sa vie. Nous allons déposer une demande reconventionnelle pour harcèlement et abus de procédure. Nous demanderons également au tribunal d'examiner toutes les transactions financières entre vous deux au cours des 6 dernières années. Chaque virement, chaque prêt, chaque garantie. Rendez-le public. Déposez la demande reconventionnelle. Incluez le dossier de preuve. Faites en sorte qu'Antoine explique au tribunal pourquoi il avait besoin de 287 000 € de son frère inutile. Ce soir-là, j'ai reçu un message vocal de maman. Elle pleurait plus fort que je ne l'avais jamais entendue. La famille était détruite. Antoine perdait tout. Papa ne lui parlait plus parce qu'elle avait suggéré qu'Antoine me devait peut-être des excuses. Les proches prenaient parti. Le rassemblement du jour de l'an a été annulé parce que personne ne voulait être dans la même pièce. Tout était de ma faute. C'est moi qui avais fait ça. J'avais déchiré la famille pour de l'argent et de l'orgueil. J'ai sauvegardé le message vocal, l'ai ajouté à mon dossier de preuve. Ces mots prouvaient le schéma. Quand Antoine prenait mon argent, c'était la famille qui aidait la famille. Quand j'arrêtais de donner, c'était moi qui déchirais la famille. Le double standard était maintenant documenté. Enregistré. Indéniable. À 23h30 le soir du Nouvel An, Antoine m'a envoyé un texto. Un dernier message avant minuit. Tu as gagné. Tu es content maintenant? J'ai répondu à 23h59, une minute avant la nouvelle année. Je n'ai pas gagné. J'ai juste arrêté de perdre. À minuit, des feux d'artifice ont éclaté au-dessus de la ville. Je me tenais sur mon balcon, regardant les couleurs exploser dans le ciel, écoutant les acclamations lointaines et les klaxons. Mon téléphone est resté silencieux pour la première fois en une semaine. La nouvelle année est arrivée, froide et claire. Je me sentais plus léger que je ne l'avais été en 6 ans. Le 2 janvier, la plainte d'Antoine a été officiellement signifiée. Le 3 janvier, mon avocat a déposé la demande reconventionnelle avec le dossier de preuve complet en pièces jointes, pièce A. Le 4 janvier, l'avocat d'Antoine a appelé le mien pour demander une réunion. Il voulait régler l'affaire à l'amiable, retirer les 2 plaintes, libération mutuelle de toutes les réclamations, aucune admission de faute de part et d'autre. Mon avocat m'a demandé ce que je voulais faire. Non. Pas d'accord à l'amiable, pas de résolution discrète. Je veux qu'un tribunal examine chaque document, chaque virement, chaque garantie. Je veux qu'un juge voie ce que j'ai donné et ce que j'ai reçu en retour. Je veux qu'Antoine s'assoie lors d'une déposition et explique pourquoi il m'a traité d'inutile après que je lui ai donné 287 000 €. Ce sera cher, compliqué, public. Ça endommagera les relations familiales de manière irréparable. Ces relations n'existent plus.
Elles ont pris fin au moment où Antoine a claqué mon ordinateur et où mon père m'a dit de ne pas revenir. Maintenant, je veux juste que la vérité soit officiellement consignée. Officielle, indéniable. Je poursuivrai le litige. 3 mois plus tard, Antoine a abandonné le procès. Son avocat a envoyé un avis d'un paragraphe. Le client retire toutes ses réclamations. Affaire classée avec préjudice. Pas d'explication, pas d'excuse, juste un document juridique signifiant qu'il renonçait. J'ai appris pourquoi par mon cousin, le seul membre de la famille resté neutre pendant toute l'affaire. L'entreprise d'Antoine s'est complètement effondrée en février. Sans capital, sans crédit, sans mes garanties pour le soutenir, toute l'opération a plié. Il a fermé le bureau, licencié ses employés, déposé le bilan. L'image de l'entrepreneur self-made man s'est brisée. Les gens ont commencé à se poser des questions. Comment quelqu'un d'aussi prospère a-t-il pu faire faillite si rapidement? Qu'est-il advenu de tous ces gros contrats? La vérité est sortie lentement, puis d'un seul coup. Les associés ont réalisé que l'entreprise d'Antoine avait toujours été sous-capitalisée. Les fournisseurs ont comparé leurs notes et ont découvert qu'il jonglait avec les paiements depuis des années. Son propriétaire a raconté l'expulsion à d'autres propriétaires. Le mot s'est répandu. La réputation d'Antoine est passée de star montante à exemple à ne pas suivre. Maman a essayé de m'appeler en mars. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal disant qu'elle comprenait maintenant. Elle avait trouvé de vieux documents dans le bureau d'Antoine en l'aidant à faire ses cartons, des relevés montrant mes virements. Des contrats de garantie avec mon nom. Elle n'avait jamais réalisé à quel point j'avais donné. Elle voulait parler, s'excuser, arranger les choses. J'ai supprimé le message vocal sans écouter la fin. Papa a envoyé un email en avril. Court, formel. Il avait fait une erreur en prenant si rapidement le parti d'Antoine. Il aurait dû m'écouter. Il aurait dû poser des questions au lieu de faire des suppositions. Il espérait qu'un jour je serais disposé à parler. J'ai archivé l'email sans répondre. Antoine ne m'a jamais contacté directement. J'ai entendu par la famille qu'il était retourné vivre chez nos parents. Avait vendu sa maison avant la saisie. Avait trouvé un emploi normal, quelque chose dans la vente, niveau débutant. Son Instagram est devenu silencieux. Plus de publications sur la prestance de dirigeants et la disruption des industries. Juste le silence. J'ai changé de numéro de téléphone en mai. J'ai donné le nouveau uniquement à mon avocat, mon conseiller financier et 2 amis de l'université qui n'avaient jamais rencontré ma famille. J'ai bloqué toutes les adresses e-mail de la famille. J'ai supprimé les comptes de réseaux sociaux où les proches pouvaient me trouver. J'ai construit un mur de distance et de silence. En juin, j'ai pris des vacances. 2 semaines en Norvège, à faire de la randonnée dans les montagnes et les fjords, à séjourner dans de petites cabanes sans internet. Je n'ai pas vérifié mes emails professionnels. Je n'ai pas pensé aux tableurs, aux garanties ou aux dynamiques familiales. J'ai juste marché dans les forêts, mangé des repas simples et dormi profondément. À mon retour, je me sentais différent, plus léger. La colère s'était estompée. La blessure était toujours là, mais lointaine, comme une vieille cicatrice qui ne fait mal que par certains temps. Ma famille ne me manquait pas. Je ne me demandais pas ce qu'ils faisaient. Je n'imaginais pas de scène de réconciliation où ils finiraient par comprendre et s'excuser correctement. J'ai simplement avancé. J'ai été promu en août. Vice-président senior, nouveau bureau, augmentation significative. J'ai célébré seul avec un whisky cher et un bon livre. C'était juste. Gagné à la sueur de mon front. J'ai commencé à fréquenter quelqu'un en septembre. Elle m'a posé des questions sur ma famille lors de notre 3e dîner. Nous ne nous parlons plus. Pourquoi? C'est compliqué. Elle a hoché la tête et a changé de sujet. Plus tard, elle m'a dit que tout le monde avait des histoires de famille compliquées. Elle n'a pas insisté. J'ai apprécié cela. En novembre, j'ai écrit une lettre que je n'ai jamais envoyée. Elle disait tout ce que je voulais dire à Antoine, à papa, à maman. Elle expliquait les 6 années de silence et de sacrifice.
Elle détaillait la blessure, la colère et le soulagement d'être enfin libre. Elle se terminait par une ligne que j'ai barrée et réécrite cette fois. Je ne te pardonne pas, mais je ne te hais plus non plus. Vous n'êtes plus que des étrangers qui connaissaient autrefois mon nom. J'ai brûlé la lettre dans ma cheminée, regardé le papier se recroqueviller, noircir et se transformer en cendres. La fumée a emporté les mots. Le soir du réveillon de Noël, 1 an après le coup sur l'ordinateur, je suis restée chez moi. J'ai préparé un dîner pour une personne. J'ai regardé un film que je voulais voir depuis longtemps. Je me suis couchée tôt. Mon téléphone n'a pas sonné. Personne n'a envoyé de texto. Le silence m'a semblé paisible plutôt que solitaire. Je n'étais plus celui sur qui on peut compter, plus le portefeuille de la famille, plus la fondation invisible soutenant le rêve de quelqu'un d'autre. J'étais juste Julien, 36 ans, indépendant, maître de mon destin, respecté dans ma propre vie, et c'était suffisant.